Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. sclérothérapie s'est révélée être l'une des méthodes les plus efficaces dans le traitement des varices. Les injections pour les varices avec un médicament spécial détruisent la couche interne de la veine. Au bout d'un certain temps, celle-ci est collée et résorbée, et la circulation sanguine est transférée vers des veines saines. Le traitement par sclérothérapie comprend un cycle de 3 à 6 séances pour chaque jambe malade. Le résultat est visible après 2 à 7 semaines. Le patient doit s'attendre à des sensations désagréables sous forme de douleur et de picotement. Bientôt, ces sensations disparaîtront et les veines douloureuses disparaîtront complètement. Le médicament et sa dose sont sélectionnés en tenant compte de toutes les caractéristiques individuelles du patient, de sorte que les effets secondaires et l'apparition de complications sont minimes. L'exécution professionnelle de la procédure permet d'espérer un rétablissement complet. Échosclérothérapie. L'échosclérothérapie est une sclérothérapie pratiquée à l'aide d'un échographe. Cette méthode est préférable car le médecin a la possibilité de suivre le mouvement de la seringue dans la veine malade et de contrôler la distribution uniforme du médicament. Méthode non conventionnelle et populaire de traitement des varices. Varicosité. Herbes et collections pour le traitement des varices ou des varicosités. Broyer soigneusement les feuilles et les tétés d'absinthe. Argenter fraîchement cueillies dans un mortier, mélanger une cuillère à soupe de matière première préparée et une cuillère à soupe de lait aigre ou de crème aigre. Appliquer une couche uniforme sur une gaze et placer cette gaze sur les zones où les veines sont dilatées pendant 1,5 à 2 heures. Ces bandages doivent être appliqués pendant 4 à 5 jours pour les varices, puis faire une pause de 2 à 3 jours et le traitement peut être répété. Mélanger à parts égales des fleurs d'arnica des montagnes et de l'écorce de noisetier. Verser 2 cuillères à soupe du mélange dans 600 ml d'eau bouillante et laisser reposer une nuit dans un thermos. Boire 0,75 tasses 3 fois par jour avant les repas pour les varices. La nuit, faire des compresses de petit lait, tremper un linge dans le petit lait, l'enrouler autour des points douloureux et le recouvrir d'une compresse en papier. Pour éviter la formation de croûte, il n'est pas souhaitable d'utiliser de la cellophane pendant la nuit. Le matin, laver les points douloureux à l'eau froide. En cas de manque de sérum, on peut utiliser des compresses de feuilles de marronnier d'Inde broyées. Les compresses de fleurs de marronnier, également broyées, sont plus efficaces. Traitement des varices prolonge. Portail santé 3W. 7J rue. Bien résorber les ganglions veineux. Gonfle en mouillant abondamment et en frottant avec de la teinture alcoolique de fleurs d'acacia blanc. Verser 50 g de fleurs de marronnier d'Inde dans 0,5 litre de vodka de blé, laisser reposer dans l'obscurité pendant 14 jours en agitant de temps en temps. Filtrer et boire 3 fois par jour 30 gouttes 20 minutes avant les repas. Le traitement des varices dure de 3 à 4 semaines. Parallèlement, il faut lubrifier les zones affectées plusieurs fois par jour avec une pommade. Mélanger 10 g de poudre de fleurs de camomille, de feuilles et de fleurs de sauge, 50 g de fruits de châtaignier broyés et 5 g de fécule de pommes de terre. Verser le mélange dans 200 g de graisse de poulet chaude, faire suer 2,5 heures au bain-marie, insister une nuit, chauffer à nouveau. À ébullition, filtrer, presser et refroidir. Remplir une bouteille d'1 demi-litre de bourgeon de bouleau jusqu'au tiers de son volume et verser de la vodka jusqu'au goulot. Conserver pendant 10 jours en secouant régulièrement. Cette teinture permet de lubrifier les points douloureux présentant des varices. Implication des méthodes de traitement folklorique. Le traitement des varices peut s'appuyer sur des recettes populaires qui ont été testées par des générations de personnes. Lorsque les veines sont touchées, les varices continuent d'évoluer et l'une des principales tâches de la thérapie est d'arrêter la propagation de la maladie. Pour ce faire, il est possible d'utiliser à la fois des médicaments et des méthodes de traitement traditionnelles dans tous les cas. Il est important de respecter les mesures, de ne pas dépasser les doses recommandées et la durée du traitement. Les patients peuvent être intéressés par la question suivante: quel est l'avantage d'un tel traitement populaire des varices? Les experts affirment que l'utilisation de recettes de médecine populaire peut aider à un stade précoce de la maladie. Pour obtenir un effet optimal, ils recommandent de combiner l'utilisation des remèdes populaires avec des exercices et la prise de pilules. Seul un traitement complexe est efficace et permet d'éviter l'aggravation de la pathologie. L'utilisation de l'ail, du miel et des citrons. L'un des moyens les plus efficaces utilisés dans le traitement des varices est l'utilisation de l'ail en combinaison avec de l'huile, du miel et des citrons.
Cette recette permet de nettoyer rapidement et efficacement les vaisseaux, d'empêcher la formation de caillots sanguins et la congestion. Les varices sont traitées à l'aide de moyens externes, de teintures et de solutions à ingérer. La compresse peut être laissée jusqu'à ce qu'elle produise son plein effet pendant la nuit. Le matin, il est nécessaire de laver le mélange avec de l'eau fraîche et d'appliquer une crème ayant un effet vénotonique. Le remède décrit permet de traiter les varices et d'autres pathologies vasculaires, et est également utilisé dans la thérapie complexe de l'athérosclérose. Application du Durmona. Le traitement des varices peut être effectué à l'aide de teintures médicinales qui nettoient les vaisseaux et aident à renforcer leurs parois. L'une des recettes les plus efficaces est l'utilisation de graines de durman. Pour préparer la teinture, il faut 70 à 90 g de matières premières, qui doivent être mélangées à de l'alcool. La dilatation des veines à l'aide de ce remède doit être traitée par cure courte, pas plus de 15 à 20 jours, après quoi il est nécessaire de faire une pause. La teinture de graines peut également être utilisée pour le traitement externe des varices. Pour préparer une compresse curative, il faut humidifier abondamment un bandage propre dilu dans de l'eau et l'appliquer sur la zone affectée de la jambe. Pendant le traitement des varices à l'aide de cette substance, il faut se rappeler que le durman est une plante toxique, qui contient un grand nombre d'alcaloïdes. On sait que la teinture ne peut être prise qu'après accord avec un médecin et en respectant scrupuleusement la posologie recommandée. Pendant le traitement des varices par teinture, il est conseillé aux patients d'écouter la réaction de leur corps à l'introduction d'un nouveau remède. Si des effets secondaires tels que des maux de tête, des vertiges, des palpitations cardiaques ou des troubles des selles apparaissent, il convient d'interrompre l'utilisation de la teinture et de consulter immédiatement un médecin. Il est connu que ce remède est assez toxique, il faut donc se méfier d'un surdosage dans le traitement des varices. Utilisation des tomates vertes. Les varices peuvent être traitées à l'aide de tomates vertes. Ce produit a un effet vénotonique, aide à faire face à la douleur, au gonflement et à la sensation de lourdeur dans les jambes. Le traitement des varices à l'aide d'une telle recette doit se faire par étapes, 3 semaines de thérapie externe, puis une pause de 7 à 14 jours. Les recettes à base de tomates vertes ont un effet prononcé pendant la saison estivale. On sait que le produit contient une grande quantité de lycopène, un antioxydant végétal qui aide à normaliser la perméabilité capillaire et à augmenter l'élasticité des vaisseaux sanguins. Dans le cadre du traitement des varices, les tomates peuvent être utilisées aussi bien en compresse qu'en prise interne. Quels sont les bienfaits de l'ortie? On sait que les varices peuvent être traitées par les feuilles d'ortie. Cette plante ne peut être utilisée qu'après accord préalable d'un médecin et en l'absence de contre-indication. En effet, l'ortie peut épaissir le sang de manière significative. Il est recommandé de verser les feuilles d'ortie dans de l'eau chaude, de les porter à ébullition, d'insister quelques heures et de prendre un tiers de tasse de l'infusion obtenue, 2 fois par jour, pendant les repas. La durée initiale du traitement est de 14 jours et peut être prolongée jusqu'à 1 mois. Après 2 semaines de prise, il convient de faire une pause de 10 jours et de poursuivre le traitement des veines affectées. Degré de dangerosité de la maladie. Ce ne sont pas les varices qui sont dangereuses, mais la thrombophlébite qui survient dans ce contexte. La thrombophlébite, inflammation de la paroi interne de la veine, entraîne la formation de caillots sanguins, qui peuvent obstruer la lumière de la veine avec la formation d'une phlébothrombose, et aussi, en se détachant de la paroi du vaisseau, pénétrer dans les poumons par le système de la veine cave inférieure. Cela peut conduire à une embolie pulmonaire, qui est une complication grave, parfois mortelle. Il existe un certain nombre de mesures thérapeutiques pour prévenir cette affection, par exemple un filtre à veine cave, mais elles doivent être précédées d'une consultation avec un phlébologue et d'une étude de la coagulation sanguine. Varices des membres inférieurs. Cette sous-espèce de varice est la plus répandue et la mieux connue. Elle fait partie des 3 types d'insuffisance veineuse chronique. Cette maladie se caractérise par le fait que le réseau veineux des membres inférieurs perd sa capacité à pomper le sang des parties inférieures vers les parties supérieures, ainsi que par l'apparition de reflux pathologiques de petits volumes de sang. Ces reflux sanguins se produisent aussi bien verticalement, dans les veines antérieures et sous-jacentes, qu'horizontalement, reflux dans le réseau des veines accessoires. Cette défaillance du système veineux est due à un certain nombre de causes. Parmi celles-ci, comme toujours, on peut distinguer les causes héréditaires et celles qui sont apparues après avoir été exposées à certaines conditions. Il s'agit notamment des conditions de travail, qui s'accompagnent d'un effort important et d'une station debout prolongée, ainsi que des effets de la maladie et des défauts héréditaires.
Ces causes sont toutes complètement différentes, mais aboutissent au même effet. La circulation normale du sang dans les vaisseaux est perturbée. Les veines des membres inférieurs se dilatent, les vaisseaux se tordent et les valvules veineuses ne fonctionnent plus correctement. Normalement, ces valvules ont un fonctionnement similaire à celui des valvules cardiaques. Elles coordonnent le flux sanguin et créent son mouvement unidirectionnel. Sauf que les valvules veineuses ont pour fonction de transporter le sang des parties inférieures vers les parties supérieures du corps. En outre, comme tous les systèmes de valvules du corps, les valvules veineuses empêchent le reflux et l'écoulement anormal du sang. Lors du relâchement du cœur. Dans les varices des membres inférieurs, les valvules ne peuvent empêcher le sang de circuler en sens inverse. Cela est dû à la dilatation de la veine elle-même. La veine est généralement dilatée en raison de l'exposition à une pression accrue dans le flux sanguin ou en raison de perturbations dans sa structure. Les valvules des veines variqueuses des extrémités sont comme étirées, dans différentes directions et leurs clapets ne peuvent pas se fermer. Naturellement, le sang s'engouffre dans le trou ainsi créé, sous l'influence de la gravite, s'accumule dans les parties inférieures du corps et, dans le cas des varices des extrémités, dans certaines parties des veines, généralement à proximité des valvules défaillantes. Le volume important de sang étire progressivement la veine et celle-ci s'amincit. De la même manière, des veines de dérivation collatérales peuvent être activées, qui débordent également de sang et s'amincissent. Le plus souvent, ce sont les veines superficielles et collatérales qui sont déformées par les varices et que l'on peut voir sur les membres des patients. Cette dilatation importante des veines et la stagnation de grandes quantités de sang dans celles-ci conduisent à la complication et à la manifestation la plus importante des varices des membres inférieurs, l'apparition d'ulcérés sur la peau des jambes, appelées trophiques. Leur apparition est due au fait que c'est dans la zone de la jambe inférieure que la pression des volumes sanguins stagnants est la plus forte. En conséquence, les veines les plus petites, les vénules, deviennent extrêmement perméables et la partie liquide du sang, le plasma, sort dans l'espace entourant la vénule. Dans cette zone, un édème important se développe et la nutrition des tissus environnants est altérée. Cela se traduit par l'apparition de ces mêmes ulcérés. Les varices ont deux sous-types en fonction des veines touchées, les varices primaires et les varices secondaires des membres inférieurs. Dans le cas des varices primaires des membres inférieurs, seules les veines superficielles sont touchées. Les varices secondaires des membres inférieurs s'accompagnent d'une atteinte des veines profondes. C'est d'ailleurs la variante secondaire de la lésion qui est héréditaire et qui survient en raison d'un trouble congénital de la structure des valvules. Les varices se manifestent au stade suivant, varicosité des veines superficielles situées sous la peau ou à l'intérieur de la peau et sans écoulement anormal de sang. Segments variqueux de veines individuelles avec écoulement par les veines superficielles ou les veines collatérales. Varices disséminées avec écoulement pathologique dans les veines superficielles ou collatérales. Varices disséminées avec écoulement pathologique dans les veines profondes. Varices sur les jambes. Phototraitement des varices. Le traitement de la maladie considérée est déterminé en fonction du stade spécifique de la maladie, de l'importance des complications, de l'âge et d'un certain nombre d'autres facteurs associés qui ont un poids dans le choix ultérieur des méthodes appropriées. Deux types de méthodes sont utilisées comme base de traitement, à savoir les méthodes conservatrices, thérapie excluant toute intervention chirurgicale et la méthode de traitement chirurgical. La méthode conservatrice de traitement des varices peut être mise en œuvre au premier stade de l'évolution de la maladie, en l'absence de symptômes prononcés. Elle comprend également un régime alimentaire, des exercices, des médicaments et un traitement par compression. Le traitement par compression repose sur l'utilisation de bandages élastiques ou de produits conçus à cet effet, chaussettes, bas, collants, etc. À porter tout au long de la journée et à retirer la nuit. L'une des variantes de ce traitement est la procédure de pneumomassage, qui s'effectue à l'aide d'un appareil portant le nom approprié. Utilise en combinaison avec des brassards de jambes dans lesquels de l'air est pressurisé. Cette méthode permet d'améliorer la circulation sanguine dans les membres inférieurs et d'éliminer les sensations désagréables qui accompagnent les varices, notamment l'édème des jambes. Le traitement médicamenteux des varices est prescrit exclusivement par un médecin. Il consiste en l'utilisation de préparations topiques, c'est-à-dire des gels, des pommades, etc. Moyen applique sur la peau de la zone affectée, ainsi qu'en l'utilisation de certaines pilules pour le traitement des varices. De bons résultats peuvent être obtenus avec l'irudothérapie, c'est-à-dire une méthode de traitement utilisant des sangsues. L'irudine libérée par les sangsues lors de la succion du sang contribue à fluidifier le sang.
Il existe cependant des alternatives, des préparations à base de composants anticoagulants qui permettent de choisir un traitement adapté. Le traitement au laser des varices est également très efficace dans le traitement de cette maladie, surtout s'il est associé à d'autres méthodes de traitement. Le traitement au laser est effectué sous anesthésie, et environ 3 semaines après l'opération, il n'y a pas de cicatrice ou d'autres traces indiquant le traitement précédent. La deuxième partie du traitement, comme nous l'avons défini par groupe de méthodes, consiste en une intervention chirurgicale sur la zone affectée. L'intervention chirurgicale est une méthode radicale et la plus efficace dans la lutte contre les varices. Elle peut être utilisée lorsque les autres mesures thérapeutiques n'ont pas eu l'effet escompté. Les veines sujettes aux varices sont enlevées au cours de l'opération. Quelques heures après l'opération, le patient peut se tenir debout librement. Le traitement des varices pendant la grossesse est axé sur un effet doux grâce à une thérapie non médicamenteuse, c'est-à-dire, encore une fois, des sous-vêtements de compression, de l'exercice, des pommades, des crèmes, etc. peuvent être utilisés localement et uniquement en accord avec le médecin pour agir directement sur la zone affectée. En cas de symptômes évocateurs de varices, il convient de consulter un phlébologue. Les antécédents. On trouve des mentions de cette maladie chez les auteurs byzantins. Son ancienneté est également confirmée par les fouilles du site funéraire de Mastaba en Égypte, en Avangie. Où l'on trouve une momie présentant des signes de varices et un ulcère trophique veineux traite de la partie inférieure de la jambe. Cette maladie a été traitée par d'éminents médecins de l'Antiquité Hippocrate, Avicenne, Galien. Considérant que la cause de la maladie variqueuse est la présence d'un reflux à travers l'articulation saphéno-fémorale, Friedrich Trandlambur, allemand, a proposé en 1880 d'effectuer, allemand, par une incision transversale dans le tiers supérieur de la cuisse, la ligature et le croisement de la grande veine saphène, BSV. Alexei Alexeyevich Troyanov, a utilisé un test similaire à celui de Trandlambur pour diagnostiquer l'insuffisance valvulaire du VBP et a recommande la double ligature de la grande veine saphène avec excision pour le traitement des varices. Cependant, les deux auteurs n'ont pas insisté sur la nécessité de ligaturer le VBP au niveau de la jonction saphéno-fémorale, ce qui a provoqué l'apparition d'un grand nombre de récidives à l'époque. Au tournant des 19e et 20e siècles, les opérations existantes ont été complétées par des dissections extrêmement traumatisantes des tissus de la cuisse et du tibia par des incisions circulaires ou spiralées profondes, jusqu'au fascia, selon N. Chédé, 1877-1893, Wanzel, Rein-Flèche, afin d'endommager les veines saphènes et de les ligaturer ou de les tamponner pour que elles guérissent par tension secondaire. Les conséquences graves de ces opérations, dues à une cicatrisation importante, à des lésions des nerfs, des artères et des voies lymphatiques, ont conduit à leur abandon complet. Au début du XXe siècle, il existait environ 2 douzaines de méthodes de traitement chirurgical des varices. Parmi tout l'arsenal des méthodes proposées, seules quelques-unes ont été le plus souvent utilisées, à savoir, les méthodes de haut. W. Madlung, W. Babcock, S. Mayo, Enz Chédé. Proposée par W. Babcock en 1908, la méthode d'ablation des VPPB a constitué une sorte de percée dans le traitement des varices des membres inférieurs. L'utilisation d'une sonde métallique a été le premier impact intravasculaire sur les vaisseaux veineux, le premier pas vers une invasivité minimale, qui a permis de réduire les conséquences négatives d'autres méthodes d'intervention chirurgicale. En 1910, M. M. Dieterich a proposé une ligature obligatoire de tous les troncs et affluents de la veine saphène interne, pour laquelle il a utilisé une incision en forme d'arc située 2 cm au-dessus du pli inguinal, descendant jusqu'à la cuisse, ouvrant largement la zone de la fosse ovale et permettant de resséquer la veine saphène interne et ses affluents. Les principes de base du traitement chirurgical des varices primaires ont été définis en 1910. Le premier examen radiographique de contraste des veines en Russie a été réalisé en 1924 par S. Arenberg, qui injecte une solution de bromure de strontium à 20% dans les veines variqueuses. Le développement de la phlébographie est également étroitement lié au nom des scientifiques russes A. N. Filatov, A.N. Bakulev, N.I. Krakowski, R. P. Askerkanov et A.N. Vedansky. L'avènement de l'angioscanner complet avec cartographie couleur du flux sanguin et de l'échographie Doppler a permis d'étudier l'anatomie
Du système veineux de chaque patient, les rapports des veines avec les autres structures superficielles, fascia, artères, le temps. De reflux sanguin, l'importance du reflux le long du trajet du tronc du VBP, il a été possible d'étudier le fonctionnement des veines perforantes. La recherche de possibilités de minimiser le traumatisme chirurgical a conduit à l'idée d'une intervention intravasculaire qui éloignerait la zone des troubles trophiques de la zone d'intervention. La sclérothérapie, méthode d'exposition intravasculaire à des produits chimiques, est apparue après l'invention de la seringue en 1851 par Charles Gabriel Pravaz. Pravaz injecte du semi-chlorure de fer pour produire une phlébite aseptique, tandis que d'autres médecins ont injecté de l'hydrate de chloral, de l'acide carbolique, une solution d'iode de tannin et des solutions de soude. En 1999, les premiers rapports sur l'application clinique intravasculaire du laser diode 810 nm pour le traitement de la maladie veineuse chronique sont apparus. Traitement des varices en cas d'aggravation du problème. Comme on le voit, le problème des varices peut toucher différentes parties du corps et prendre différentes formes, plus ou moins graves. Lorsque le mécanisme d'altération du système veineux se déclenche, on assiste à une dilatation permanente des vaisseaux, le plus souvent des veines sous-cutanées, ce qui entraîne une atteinte de la microcirculation, des altérations de la peau, des phlébites, des ulcérés, des thromboses. Lorsque les mesures préventives sont insuffisantes, il convient de consulter un spécialiste des maladies vasculaires ou un chirurgien vasculaire qui analysera la situation en détail. Il existe de nombreuses méthodes efficaces pour lutter contre les varices, mais des études récentes montrent que les meilleurs résultats proviennent d'une bonne combinaison de méthodes individuelles adaptées à chaque patient. Pour le diagnostic des varices, on utilise l'échographie Doppler, un ordinateur convertit les ondes sonores en images qui montrent le flux sanguin dans les artères et les veines, et l'angiographie, qui donne des informations plus détaillées. Elle consiste à injecter un produit de contraste dans les veines et à analyser le flux sanguin à l'aide d'images radiographiques. Les médicaments contre les varices. Les médicaments actuellement utilisés pour traiter les varices sont les suivants. Phlébotonique. Augmentation du tonus de la paroi veineuse, par exemple Diosven et Venoruton. Médicaments fibrinolytiques contrecarrent l'accumulation de fibrine, par exemple la streptokinase, streptase. Anticoagulants utilisent comme agent topique pour améliorer la circulation sanguine, par exemple le sulfate d'éparane, hémovasal. Sclérothérapie pour les varices à l'aide de fines aiguilles, une solution est injectée dans la paroi de la veine, qui s'oppose à la coagulation et à la fermeture des capillaires. Le flux sanguin est ainsi redirigé vers la veine saine, ce qui améliorerait la circulation sanguine globale. Après le traitement, une compression est appliquée pour réenclencher la pompe musculaire. Les effets secondaires sont tous temporaires, rougeur, gonflement, démangeaison. Chirurgie ou laser, quelle méthode utiliser pour éliminer les varices? Lorsque les varices se compliquent de douleurs, d'ulcérés, de fatigue, de défauts cutanés, de thrombophlébite et d'autres affections plus ou moins graves, on peut avoir recours à l'ablation de la veine endommagée. La chirurgie est utilisée pour les veines présentant un gonflement excessif. Elle consiste à ligaturer ou à enlever plusieurs parties de la veine saphène endommagée et toutes ses branches latérales. Dans les cas plus complexes, la veine entière peut être enlevée. L'ablation de la veine se fait sans affecter la circulation sanguine générale. La chirurgie au laser est une alternative à l'ablation chirurgicale classique des varices. Un petit faisceau de lumière est injecté dans la veine par une sonde et la chaleur générée brûle la veine sans endommager les structures environnantes. L'avantage de cette méthode est une réduction significative du risque de conséquences négatives de la chirurgie, anesthésie, cicatrisation, douleur, longue période de convalescence. Une procédure de traitement au laser dure environ 20 minutes et peut nécessiter de 2 à 5 séances. Immédiatement après l'intervention, le patient peut sortir de l'hôpital et n'a pas besoin de prendre d'anti-inflammatoires ou d'analgésiques. Cette méthode présente de nombreux avantages, mais ne convient pas aux vaisseaux de plus de 3 mm. La prévention est la clé de la lutte contre les varices. Prenez-vous suffisamment soin de votre système circulatoire? Une bonne poignée de fruits bleus, l'abandon de mauvaises habitudes et une attention quotidienne portée à vos jambes peuvent vous permettre de vous sentir vraiment mieux. Varices. Les varices, du latin varix, varici, gonflement des veines, sont une altération des veines caractérisée par une augmentation irrégulière de leur lumière avec la formation de bourrelets dans la zone où la paroi veineuse est mince, une déformation du trace des vaisseaux.
avec le développement d'une tortuosité en forme de nœud, une insuffisance fonctionnelle des valvules et une distorsion de la circulation sanguine. Les varices se situent dans les tissus facilement compressibles, tissus adipeux sous-cutanés, couche sous-muqueuse de l'ésophage, de l'estomac et de l'intestin. Les varices les plus fréquentes sont les veines superficielles des membres inférieurs, la sous-muqueuse de l'ésophage, dans l'hypertension portale, le rectum, voire hémorroïde, le cordon spermatique, voire varicocèle. Les varices des veines superficielles des membres inférieurs sont généralement divisées en varices primaires, qui se développent en dehors de toute maladie, et en varices secondaires, qui apparaissent après une thrombose veineuse profonde, des fistules artério-veineuses traumatiques et congénitales, des dysplasies et aplasies veineuses profondes, une grossesse, etc. Les varices primaires des veines superficielles des membres inférieurs touchent 15 à 17% de la population, les femmes plus souvent que les hommes. Chez 50% des patients, la maladie débutait entre 20 et 50 ans. Les membres droit et gauche sont touchés avec une fréquence à peu près égale, mais la maladie est plus souvent bilatérale. Les varices se situent le plus souvent dans le système de la grande veine saphène, plus rarement dans le système de la petite veine saphène ou dans les deux. Étiologie et pathogénie. Les varices primaires sont une maladie polyétiologique. Ces causes sont considérées comme étant la faiblesse des fibres musculo-élastiques des parois des veines superficielles et l'infériorité congénitale de leur appareil valvulaire, transmise par l'hérédité, les facteurs toxico-infectieux, les lésions de l'appareil nerveux des veines, l'effet affaiblissant des hormones sur la musculature de la paroi veineuse pendant la grossesse. Les facteurs susmentionnés n'entraînent pas à eux seuls une dilatation des veines, mais seulement une incomplétude anatomique et fonctionnelle du système veineux superficiel des membres inférieurs. La dilatation de la lumière de la veine se produit sous l'influence d'une augmentation de la pression intravasculaire. Si une veine normale répond à l'hypertension en augmentant son tonus, la faiblesse congénitale est acquise des formations musculo-élastiques de la paroi veineuse en réponse à l'augmentation de la pression intravasculaire entraîne une augmentation irréversible de la lumière de la veine. L'hypertension permanente ou périodique des veines superficielles des membres inférieurs est causée par l'obstruction de l'écoulement du sang, le déversement du sang du système veineux profond dans le système superficiel, le déversement du sang du système artériel dans le système veineux par le biais de shunts artériolo-veineux. Le facteur professionnel, profession associée à la station debout prolongée, n'a pas, à l'heure actuelle, d'importance décisive. Dans l'origine des varices, ce facteur ne contribue apparemment qu'à l'évolution de la maladie dans l'infériorité déjà existante de la paroi de la veine ou de l'appareil valvulaire. La valeur de la pression veineuse périphérique en l'absence de valve dans la lumière de la veine ou en cas de fermeture lâche de l'heure clapet est directement proportionnelle à la hauteur de la colonne sanguine depuis le lieu de mesure jusqu'au niveau de l'oreillette droite. En position verticale, les parois des veines des membres inférieurs subissent une forte pression de l'intérieur. L'effet de ce facteur est aggravé par une charge statique prolongée sur les membres inférieurs, une augmentation de la pression intra-abdominale associée au soulèvement de poids, à la toux, à la grossesse. Les rétrécissements extravasaux des veines principales, par exemple, au niveau de l'embouchure de la veine iliaque commune gauche. Artère iliaque commune droite, au niveau de l'annulus saphène, compression de la veine fémorale par le bord de l'aponévrose large de la cuisse, entraîne également des difficultés d'écoulement du sang. Dans ces situations, l'hypertension survient aussi bien dans les veines superficielles que dans les veines profondes. Cependant, ces dernières sont plus résistantes à l'augmentation de la pression intravasculaire en raison de leur localisation à l'intérieur des cas musculo-fasciaux. La stase sanguine affecte tout d'abord l'état des veines superficielles. Leur ectasie se développait, ce qui a pour effet d'éloigner les clapets de la valve et de leur faire perdre leur fonction de fermeture. Comment les varices sont-elles diagnostiquées ? Comme indiqué plus haut, les gens ne prêtent guère attention à l'état de leurs jambes au tout début de la maladie et ne se rendent chez le médecin qu'après de nombreuses années, après avoir remarqué les signes évidents de la pathologie, veines gonflées, ganglions violets ou bleus. Bien sûr, une symptomatologie aussi claire, associée à des plaintes de douleur et de difficulté à se mouvoir, parle d'elle-même, mais les spécialistes de la phlébologie ne se limitent jamais à un simple examen bien sûr, une symptomatologie aussi claire, accompagnée de douleur et de difficulté à se déplacer, est évidente, mais les phlébologues ne se limitent jamais à un examen. Pour une évaluation plus précise de l'état des vaisseaux de la jambe, des tests spéciaux et des techniques d'échographie sont utilisés.
Ces mesures diagnostiques permettent de connaître l'état des valvules veineuses et le degré de perméabilité des veines profondes. Test de Troyanov-Trandlambur. La partie supérieure de la cuisse est serrée à l'aide d'un garrot souple. En option, on peut presser la veine superficielle dans la fosse ovale avec les doigts, et l'on propose au patient de se lever. En position debout, la vitesse de remplissage des veines de la jambe inférieure est évaluée. Elles doivent se remplir de 100 en 15 secondes ou plus. Si le remplissage est plus rapide, cela indique une insuffisance de l'appareil valvulaire des veines communicantes. Après avoir retiré le garrot ou arrête la compression de la veine superficielle, la vitesse de remplissage des veines fémorales et jambières est évaluée. Si elle est inférieure à 15 secondes, le médecin peut suspecter une insuffisance des valvules ostiales et troncales de la grande veine saphène, caractéristique d'une varicose primaire. Test de Hackenbruch. Pour le diagnostic de l'insuffisance veineuse et valvulaire, on utilise également le degré de perméabilité vasculaire. Deux tests, le test de Pratt, le test de Marsh et le test de Thalmann. L'image la plus complète de l'état du système veineux dans les varices est donnée par l'échographie, duplex ou dopplerographie. En une demi-heure, le spécialiste reçoit des informations absolument objectives et précises sur l'état des parois et des valvules, des vaisseaux, la perméabilité des veines, la présence de zones thrombosées. Les résultats de l'étude servent de base au choix de la tactique de traitement ambulatoire ou chirurgical. Diagnostic. Examen, bourrelet et dilatation visible en position debout, trophisme cutané perturbe, édème au niveau de la cheville, ulcéré. Palpation du foramen aponevrotique au niveau de la sortie des veines perforantes défaillantes, phénomène de blowout, veine perforante saillante. Test de Trandlambur, vérification de l'intégrité des veines perforantes et des valvules. Le patient est allonge, jambes surélevées hanched, palpation des veines de haut en bas, compression de V. Saphena mania sur la cuisse avec un garrot, puis examen des veines superficielles en position debout, normalement remplissage très lent ou nul des veines, les veines perforantes sont saines. Après retrait du garrot, pas de remplissage rétrogradé des veines superficielles, les valvules veineuses sont compétentes. Test de Trandlambur impositif, remplissage rapide des veines avec le garrot toujours en place, test de perte, vérification de la perméabilité des veines profondes et de l'opérabilité. Garrot applique à la cuisse en position debout, le patient marche pendant quelques minutes. Normal, vidange des veines de la jambe inférieure grâce à la pompe musculaire, les veines profondes sont perméables. Le test de perte est positif, les veines sont dilatées, des douleurs apparaissent, altération de la perméabilité des veines profondes, varicose secondaire. Test de Mahomet-Oxner, vérifier la consistance de la perforation à l'aide de 2 garrots, la perforation est limitée à une certaine zone de la jambe. Le patient doit marcher pendant quelques minutes, si les perforantes sont défectueuses, des bourrelets variqueux apparaissent dans cette zone. Le test de Pratt avec 2 bandes élastiques et un garrot ou le test de Cooper avec 3 garrots est réalisé de la même manière. Phlébographie ascendante des veines des membres et du bassin, à partir du dos du pied, diagnostic de la perméabilité des veines profondes, des veines perforantes et des varices. Dopplersonographie ou duplexsonographie, pathologie, augmentation du calibre et flux sanguin rétrogradé dans la veine saphène. Flux sanguin rétrogradé dans les perforantes, blowout. Complications des varices des extrémités, rupture des varices, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire. Sclérosante, injection de paravenin, irritation locale, allergie. Chirurgicale, lésion de la veine fémorale, lésion de l'artère fémorale. Saignement, hématome, serum, édème, traitement, pansement compressif, drainage lymphatique, préparation enzymatique, par exemple Wobenzym, altération du processus de cicatrisation, en particulier en présence de modifications cutanées eczémateuses avant l'opération, ne pas opérer en cas d'eczéma aigu, altération de la sensibilité de la peau au niveau des incisions cutanées, 15%. Souvent guéri, fistule lymphatique, 5%. Vous avez des questions ou quelque chose n'est pas clair? Demandez à l'éditeur de cet article. Le traitement des varices des extrémités est complexe et fait l'objet d'un article sépare.